Mesdames et messieurs, bonjour. Vous suivez l'élan africain et vous avez bien raison. L'accord était attendu. L'accord entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, accord de paix négocié par les États-Unis, a finalement été signé ce vendredi 27 juin 2025 à Washington. Le ministre rwandais des Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe, et la ministre congolaise des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba-Wagner, avaient fait le déplacement. Et l'accord de paix a été signé devant le secrétaire d'État américain Marco Rubio. Les deux parties se sont engagés à respecter l'accord, même si ils reconnaissent, les deux ministres reconnaissent la difficulté de la tâche. Et pourquoi d'ailleurs? Parce qu'il y a encore des incompréhensions. Mais tout d'abord, il faut savoir que l'accord en question contient des dispositions comme le respect de la souveraineté et l'intangibilité des frontières, principe majeur. Le désengagement de l'armée rwandaise, bien évidemment, même si ce n'est pas spécifié dans des termes aussi clairs. Le désarmement et la réintégration des combattants non étatiques sous condition. C'est globalement ce que contient l'accord qui a été signé ce vendredi. Mais je disais qu'il y a des incompréhensions justement parce que le Congo avait posé sur la table une condition préalable à la signature de tout accord, que le Rwanda devait retirer d'abord ses troupes du territoire congolais. Nous avions évoqué cette difficulté ici, sur cette échelle. Et nous avions dit que cela posait un certain nombre de difficultés, puisque le retrait des troupes pose tout de même un certain nombre de problèmes et demande du temps. Donc, matériellement, cette condition allait poser des problèmes. Pour nous, nous disions que cela allait repousser la date de signature de l'accord. Mais évidemment, les Congolais également se sont rendus à l'évidence et ont vu que le retrait des troupes causait des difficultés sur le plan, du moins sur le plan logistique. Et donc, c'est pour cela que le Congo a dû assouplir sa position et accepter que la signature de l'accord ait lieu, même si le retrait des troupes rwandaises n'a pas encore commencé. Mais il faut saluer la signature de cet accord. C'est un pas important. Et d'ailleurs, les deux parties l'ont souligné, que ce soit la ministre congolaise des Affaires étrangères, que ce soit le ministre rwandais des Affaires étrangères, tous les deux soulignent l'importance du pas qui a été franchi. Et évidemment, on comprend, tout le monde comprend, que le fait même d'apposer la signature sur ce document préparé par les États-Unis d'Amérique n'est pas quelque chose qu'on comprend à la légère. Et donc, l'accord a été signé. En soi, c'était un pas important. Et c'est ce qu'ont souligné les deux parties, la partie rwandaise et la partie congolaise, mais également par les facilitateurs américains. Et il y a un autre acteur majeur qui n'était pas présent à Washington, du moins qui ne s'est pas montré officiellement à visage découvert, c'est le Qatar. Le Qatar également, qui a joué un rôle essentiel dans l'accomplissement des pourparlers. Et donc l'accord est là. Et l'accord est signé. Et maintenant, peut-être, il est très difficile de revenir en arrière. Cela veut dire quoi revenir en arrière? Cela veut dire que peut-être le Rwanda, même si il maintient ses troupes à l'est de la République démocratique du Congo, avec la signature de cet accord, il lui sera difficile de mener des combats intensivement comme il le faisait avant. Donc, ça veut dire, même si les troupes sont présentes sur le territoire congolais, il sera difficile au Rwanda d'engager encore une fois les combats. Puisque justement, l'arrêt des hostilités a été signé officiellement devant les caméras du monde entier.
Ce sera très difficile. Est-ce pour autant le Rwanda va retirer ses troupes? C'est là la difficulté majeure. Le Congo a accepté de lever la condition préalable qu'il avait posée sur la table, mais peut-être que cela profite au Rwanda. Si le Rwanda maintient ses troupes là où ils sont maintenant, ça veut dire dans de vastes territoires qui ont été conquis, cela profite au Rwanda évidemment. Dont les deux grandes villes de l'Est du Congo, le Goma et Bukavu. Évidemment, les deux parties se sont engagées et théoriquement, le Rwanda devrait retirer ses troupes. Mais malin qu'il est, le Rwanda a dit que ses troupes, ce qu'il appelle des mesures défensives, allaient être retirées quand les FDLR auront été neutralisés. Et là, justement, c'est un piège, puisque le FDLR, en fait, c'est un mouvement politico-militaire présent à l'est de la République démocratique du Congo et qui combat le gouvernement rwandais, mais en réalité, il n'y a que des résidus. Le mouvement a été neutralisé depuis longtemps. Depuis l'arrivée au pouvoir, d'ailleurs, depuis le règne du président Joseph Kabila, il y a eu beaucoup d'opérations visant à neutraliser les FDLR. Et même avec l'arrivée au pouvoir de Félix Tshisekedi, le Rwanda et le Congo ont travaillé ensemble pour neutraliser les FDLR. Mais pour ses intérêts à l'est de la République démocratique du Congo, le Rwanda continue de mettre en avant la menace la menace de ce groupe armé, les FDLR. En réalité, les FDLR n'existent plus. C'est ce que disaient même les Congolais eux-mêmes. Mais le Rwanda doit justifier sa présence à l'est de la République démocratique du Congo. Et d'ailleurs, les Rwandais, quand ils discutent entre eux, ils disent que même les Wazalendo, c'est cette milice qui soutient l'armée congolaise et qui cause pas mal de difficultés à l'armée rwandaise et à la FCM 23, quand les Rwandais discutent, ils disent que les Wazalendo ne seraient en réalité que les FDLR. Mais la réalité est que les FDLR n'existent plus. Et donc, si ce mouvement n'existe pas, et que malgré tout le Rwanda continue quand même de dire qu'il faudra les neutraliser, cela veut dire en réalité que le Rwanda cherche un prétexte pour se maintenir sur le territoire congolais. Donc, ça veut dire qu'on a signé, mais on est loin de l'arrêt des hostilités. Il y a de la théorie et il y a de la pratique. Et la pratique reste à venir. Même si on salue la signature de cet accord, qui constitue un pas important dans le processus de retour de la paix à l'est de la République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs de façon plus générale, quand même, il reste des questionnements. Et le Rwanda peut-être a posé un piège. S'il met en avant les FDLR qui n'existent plus, cela veut dire en réalité qu'il traîne les pieds, qu'il n'a pas envie de retirer ses troupes. On a posé d'ailleurs cette question au président Donald Trump. Il dit, moi je pense que cela ne va pas avoir lieu, tout le monde va respecter l'accord. Mais si l'accord n'est pas respecté, il faut penser que nous, les États-Unis, nous allons prendre des sanctions de diverses natures, y compris des sanctions économiques. C'est une menace à peine voilée. Et peut-être alors, justement, comme le dit le président américain, la mince chance de voir le Rwanda retirer ses troupes, c'est peut-être la crainte qu'inspirent les États-Unis. Les États-Unis qui sont évidemment le promoteur de cet accord de paix, mais également les États-Unis qui sont le pays le plus puissant du monde et qui normalement ont des moyens d'imposer leur volonté un peu partout dans le monde. Et nous l'avons vu d'ailleurs récemment lors de la crise entre l'Iran et Israël.
Et donc, cela veut dire tout simplement que les espoirs reposent sur ce simple fait qu'il y a les États-Unis qui se portent comme garant du respect de l'accord de paix qui a été signé. Mais normalement, le Rwanda ne montre pas de signe de bonne volonté de respecter cet accord s'il y met sur la table l'existence des FDLR qui reste pour l'instant à prouver. Donc, le Rwanda va continuer à dire il y a des FDLR, moi je ne retirerai pas mes troupes. Et cela va constituer un frein majeur à la mise en pratique de cet accord qui a été signé à Washington. Mais nous disons que le garant principal est justement les États-Unis. Les États-Unis qui ont des intérêts à sauver. Puisque tout le monde l'a compris, si les États-Unis sont intéressés dans le retour de la paix, et c'est que selon le deal qui a été proposé par Kinshasa, c'est que les États-Unis ont envie de venir investir sur ce territoire de l'Est de la République démocratique du Congo. La, le deal qui a été convenu entre les États-Unis et la République démocratique du Congo, c'est que le pays aurait un accès facile, préalable, un accès privilégié aux minéraux congolais, qui sont immenses. On ne va pas y revenir. Le territoire regorge de beaucoup de richesses qui attirent les appétits du monde entier. Et les États-Unis, bien sûr, avec l'accord de Kinshasa, va envoyer ces entreprises privées, mais également avec des fonds publics, pour venir investir à l'est de la République démocratique du Congo. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le Rwanda, même si pour nous, évidemment, ne montre pas de signe de bonne volonté en exhibant encore une fois cette menace des FDLR, tout de même, il y a encore une fois les États-Unis qui ont des intérêts à sauver, et c'est peut-être qui va sauver l'accord de paix. Vous l'avez entendu également, les États-Unis ont envie de contrer son principal concurrent en Afrique, mais partout dans le monde, qui est la Chine. La Chine, normalement, est très présente sur le territoire congolais et exploite beaucoup de mines dans, sur le territoire de la République démocratique du Congo. Et si les États-Unis veulent justement avoir accès à cette région de façon officielle, en signant un accord relatif avec la République démocratique du Congo, il faut que la paix revienne. Et c'est justement sur cela que repose la signature de l'accord qui a été signé hier. Et les Congolais, justement, s'ils ont accepté de lever la condition qu'ils avaient mise en avant de retrait préalable des troupes rwandaises, c'est que peut-être ils ont reçu des garanties de la part des États-Unis que le Rwanda sera mis sous pression et que les troupes pourront être retirées d'une façon ou d'une autre. Voilà. Et donc, l'accord de paix a été signé. Il y a des investissements qui vont avoir lieu, mais pour l'instant, il y a quand même des doutes. Les doutes que nous venons d'évoquer, mais également des doutes qui sont mis sur la balance en parlant des intérêts des États-Unis. L'accord a été signé. Nous avons vu les discours des uns et des autres. Il y a des gens qui sont enthousiastes et nous les comprenons. Et d'ailleurs, au Conseil de sécurité des Nations Unies, la représentante des Nations Unies, Bintou Keïta, a évoqué cet accord en disant que ça ouvrait une autre ère, une autre page sur le plan du retour de la paix. Ça veut dire que cet accord était réellement attendu. C'était un accord qui était très attendu. Et tout le monde a pu voir, a pu voir combien les yeux du monde entier étaient braqués à Washington à la signature de cet accord.
Ce qui n'a pas été évoqué, c'est que normalement, les deux présidents, le président rwandais Paul Kagame et le président congolais Félix Tshisekedi, devaient eux-mêmes se rendre à Washington pour la signature de cet accord, mais cette étape supérieure a été abandonnée. La signature définitive de cet accord a été signée au niveau des ministres des Affaires étrangères. Et normalement, c'est des personnalités de haut niveau qui peuvent engager valablement leur pays. Et vous le savez d'ailleurs que normalement, cet accord avait été négocié et avait été signé la semaine dernière par les équipes techniques des deux pays. Et donc, je répète, ce que contient un accord essentiellement, c'est le respect de la souveraineté et de l'intangibilité des territoires, la prohibition des hostilités. Donc, ça veut dire l'interdiction de recours aux armes pour résoudre des problèmes. C'est ça l'essentiel de l'accord. Et puis, le désengagement et le retrait des troupes, c'est secondaire. Mais ce qui est normalement essentiel, qu'il faut souligner, c'est le respect du principe d'intangibilité des frontières et de la souveraineté des États. Et ça fait quelques fois sourire quand un accord aussi important contient une telle disposition, comme si il existait un pays au monde, membre des Nations Unies, qui ne savait pas qu'il faut respecter le principe d'intangibilité des frontières et de la souveraineté des États. C'est un des principes essentiels de la Charte des Nations Unies et même de la Charte de l'Union africaine. Mais ramener cette disposition dans l'accord de paix de Washington, cela montre tout simplement qu'il faut rappeler à certains chefs d'État, comme le président rwandais, qu'il existe des dispositions, des principes internationaux dans le droit international et qui sont inviolables, mais que lui a quand même violé. C'est une façon de le lui rappeler. Mais normalement, ça fait quand même réfléchir quand on doit ramener ce principe universellement reconnu dans un accord de paix entre deux pays. Donc, le respect de l'intangibilité des frontières, de la souveraineté des États est la clause essentielle de cet accord qui a été signé hier à Washington. Mais il y a un acteur qui était absent hier. Je parlais tout à l'heure du Dakar, qui est un médiateur important, de Luanda également, le président Joao Lorenzo. Il y a un autre médiateur qui est le président, maintenant on parle du président du Conseil au Togo, Faure Gnassingbé. Mais sur le plan interne au Congo, si on dit que le retour de la paix est essentiel, l'un des acteurs déstabilisateurs est l'alliance AFC M23. L'alliance du fleuve Congo de Corneille Nanga, donc, qui comprend sa branche armée maintenant, le M23. Selon les déclarations officielles des dirigeants de l'AFC M23, l'accord qui a été signé à Washington ne les engageait pas, ce qui cause quand même un certain nombre de difficultés également. Nous parlions du Rwanda qui traîne les pieds pour ce qui est du retrait de ses troupes en parlant essentiellement de l'existence des FDLR, de cette menace des FDLR. Et si le Rwanda se cachait, comme il l'a toujours fait, dans les troupes derrière les troupes du M23 pour continuer à s'aimer la zizanie au Congo. Est-ce que le M23 sans le Rwanda n'existait pas? Le M23, il y a quelques Congolais qui ont été intégrés, mais normalement, ce qu'on appelle le M23, c'est les troupes rwandaises. On parle maintenant d'entre 7 000 et 12 000 hommes, 12 000 soldats rwandais qui se trouveraient sur le territoire congolais. Et si toutes ces personnes, tous ces soldats, tous ces hommes en armes
se reconvertissaient en Congolais combattant le régime de Félix Tshisekedi sous le couvert du M23. C'est également une possibilité. Le Rwanda est passé expert dans ce genre de manœuvre. Et donc, il faudrait voir comment contourner cette difficulté qui pourrait surgir. Quand le M23, Corneille Nangaa et les porte-parole du mouvement disent que ce qui a été signé à Washington ne les engage pas, quand même, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Et le Rwanda n'y est certainement pas étranger. Donc, le Rwanda a des possibilités. Bon, normalement, il s'est engagé à retirer ses troupes et ce qu'il appelle des mesures défensives. Mais on voit que quand il exhibe la menace des FDLR, qui conditionne la neutralisation des FDLR, conditionne le retrait de ses troupes. On sait bien que les FDLR n'existent pas et que donc c'est une difficulté tout simplement qu'il veut causer. Et que le M23, qui est une création du Rwanda également, déclare officiellement que ce qui a été signé à Washington ne l'engage pas, cela quand même cause deux difficultés majeures qui sont sur le dos du Rwanda, dont le Rwanda est l'auteur, dont le Rwanda est le principal responsable. Donc, ça veut dire tout simplement que le Rwanda signe, mais entraînant les pieds. Et nous l'avons dit tout simplement, si il n'y avait pas les États-Unis qui inspirent quand même le respect, peut-être que l'accord de paix ne serait jamais respecté. On va voir ce qui va se passer, mais dans tous les cas, il y a le M23 qui dit clairement que ce qui a été signé à Washington ne les concernait pas. On verra après. Si le Rwanda, peut-être les États-Unis ou d'autres partenaires pourront discuter avec le Rwanda afin de l'empêcher de continuer à semer la zizanie, à mettre, à déstabiliser le territoire congolais sous couvert de ce mouvement qui ne veut pas se reconnaître dans ce qui a été signé à Washington. Et dans tous les cas, nous savons également qu'il y a un processus dit de Doha euh, qui normalement doit concerner c'est des discussions entre le gouvernement congolais et le groupe rebelle du M23. Mais selon certaines sources, ce qui a été signé à Washington engage à la fois le M23, le Rwanda et la République démocratique du Congo. Ce qui reste maintenant, c'est la mise en œuvre de ce qui a été signé, en commençant par le retrait des troupes, et c'est ce que nous sommes en train de dire. C'est un peu compliqué. D'abord, même s'il y avait de la bonne volonté, le retrait des troupes, ça met du temps, mais il faut que ça commence au moins, qu'on voit qu'il y a un début de retrait. On le verra dans les tout prochains jours. Et puis, ce qui est compliqué, c'est que le Rwanda n'a pas envie de retirer ses troupes. Il va continuer à exhiber la menace des FDLR. Et on verra si les États-Unis réussiront à ramener les uns et les autres à la raison. On espère que cela pourra être possible puisque justement le pays a les moyens de le faire. Et d'ailleurs, le Rwanda, qu'on se le dise maintenant, qui est affaibli sur le plan diplomatique, aurait intérêt à respecter cet accord, qui est un accord d'ailleurs, qui peut profiter aux divers citoyens de cette région, dont les Rwandais, puisque les investissements qui vont avoir lieu à l'essai de la République démocratique du Congo ne profiteront pas seulement aux Congolais. Il faut que les Rwandais en profitent. Et d'ailleurs, l'accord euh, donne certains intérêts économiques aux Rwandais. Et donc, il faudrait qu'on se contente de cela, qu'on arrête d'aller piller les ressources minières congolaises mais qu'on arrive à avoir un partenariat sérieux, officiel, qui profiterait non pas seulement aux Congolais, mais également aux Rwandais et aux autres habitants de la région. Tout le monde irait, les Rwandais iraient trouver du travail à l'est de la République démocratique du Congo, et puis certains
cadres des entreprises peuvent venir habiter à Gisenyi ou à Diangougou, ce qui évidemment serait des gains considérables sur le plan économique de la part du Rwanda. Et voilà. Et donc, nous voulions évoquer aujourd'hui cet accord qui a été signé hier. Nous reviendrons peut-être sur certains aspects dans nos prochaines émissions. Mais pour l'instant, on salue l'accord, mais quand même en s'opposant à certaines questions liées tout simplement à cette menace qu'a mis en avant le Rwanda, des FDLR, alors qu'on sait que c'est ce qu'il a fait depuis longtemps pour justifier sa présence à l'est de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir prêté attention. À très bientôt pour d'autres sujets. Bon week-end.